Merci beaucoup. Comme je viens de le dire, je m'appelle Jean-Baptiste Bourgeois. Je vais mettre le diaporama. On va lancer le PowerPoint. Voilà. Voilà. Je m'appelle Jean-Baptiste Bourgeois. J'appartiens à une société qui s'appelle TRAN, qui appartient au groupe TRAN Technologies. C'est une société américaine. Voilà. Je vais vous la présenter en deux minutes pour que vous sachiez ce qu'on fait exactement. C'est un groupe américain avec plus de 528 implantations en Amérique, 182 en Europe et Inde, et puis 172 en Asie, 36 000 employés, donc c'est une grosse entreprise. Nos activités principales, c'est de CVC, chauffage, ventilation, climatisation en industrie et tertiaire, essentiellement industrie, mais un peu de tertiaire. Et dans le groupe, il y a aussi de la réfrigération de transport qu'on va retrouver. La CVC dans le résidentiel, c'est quelque chose qui est uniquement américain. Je vais très vite. Donc dans ce cadre, on a pris un engagement de Gigaton Challenge qui cherche à réduire les empreintes carbone, les nôtres, en propre et celles de nos clients, en proposant différentes choses. D'une part, des fluides qui ont un impact le plus réduit possible en termes de fluides frigorigènes. D'autre part, des pompes à chaleur qui permettent d'avoir des sources de chauffage décarbonées. Et puis aussi, parce que c'est quelque chose qu'on pense moins, c'est aussi d'améliorer la durée de vie des équipements. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, même si un équipement il est un peu moins performant que le tout nouveau, le mettre à la casse et au rebut, en fait, sa destruction a un impact carbone, la construction de la nouvelle machine a aussi un impact carbone. Et donc le fait d'upgrader des machines existantes peut avoir un impact intéressant. Donc voilà, on a une structure en France avec à peu près 350 personnes, avec un réseau aussi de services après-vente, on en parlera, c'est très important. Et on a aussi nos usines qui sont situées dans les Vosges, Golbey et Charmes. Je ne m'attarde pas, je vais parler plus de la décarbonation après. Donc voilà, usines Golbey, Charmes qui sont là depuis longtemps, 1958-1974, avec un centre de recherche et un laboratoire qu'on retrouve. Voilà. Bon, le cœur des choses, les enjeux qu'on a. Bon, les graphiques, les prix, la Proiso date un petit peu et de toute façon, ça fait comme ça. Donc, le but, c'est pas de regarder si c'est moins ou plus. C'est de se dire, c'est un enjeu très important sur l'électricité, sur le gaz. Et c'est un enjeu très important pour nos clients industriels de réduire leur impact, de décarboner. On voit des demandes de nos clients qui aujourd'hui ne nous demandent pas la machine la plus performante en termes d'efficacité, mais la machine qui a l'impact carbone le plus réduit, et y compris dans sa durée de vie. Donc pour ça, comme je vous l'ai expliqué, un des moyens sur les machines qu'on va utiliser, donc on fait des groupes de production d'eau glacée et de pompes à chaleur, c'est utiliser des fluides avec des contributions à l'effet de serre la plus faible possible, parce que c'était un des problèmes des fluides utilisés dans les groupes froids et les pompes à chaleur. Et aujourd'hui, on va utiliser des fluides comme le 1234ZE, comme le 454B, qui ont des impacts beaucoup plus réduits. Par exemple, sur les petites pompes à chaleur, le fluide qu'il y avait avant, c'était celui-ci. Il a une contribution à l'effet de serre de 2088 équivalent tonne CO2. C'est-à-dire que pour que une tonne de ce fluide, c'est l'équivalent de... Enfin, 1 kg, c'est l'équivalent de 2088 kg de CO2. Donc c'était énorme. Et donc maintenant, on utilise un fluide qui a un impact 4 fois inférieur. Et sur les grosses machines, c'est encore mieux, parce qu'on va utiliser ces fluides-là, 1234ZE, 514, 1233, qui ont une contribution à l'effet de serre de 1, c'est-à-dire 1 kg de CO2 égale 1 kg de ces fluides-là. Donc ça va avoir un impact parce que nos machines, elles ont un circuit fermé normalement, mais voilà, sur une durée de vie de 20 ans, il y a forcément un moment où il peut y avoir une fuite. C'est des machines tournantes, il y a des vibrations, il y a tout un tas de choses. Donc on ne peut pas dire qu'elles vont être étanches pendant 20 ans, ça serait un tort de dire ça. Si je peux me permettre justement, combien de temps de durée de vie d'une machine ? Ces types de machines, elles sont construites pour durer 15 à 20 ans, hein, quand même. Voire on en a qui ont 35 ans, tout dépend aussi des conditions de fonctionnement, des conditions d'entretien, et puis de leur implantation aussi, s'il y a une ambiance corrosive, si elles ont été bien entretenues, et puis si elles sont bien dimensionnées aussi, pour faire ça. Alors,
Les exemples, je voulais vous montrer quelques exemples aussi d'applications qu'on va utiliser en décarbonation. Donc cet exemple-là, c'est pour des gens qui ont des besoins de froid habituellement. Ils ont des groupes de froid qui sont ici, là, dessus. On va utiliser, jusqu'à maintenant, on faisait de la récupération d'énergie. Ça existait, ça faisait de l'eau à 45 degrés maximum. Sauf que les besoins de chaud sont souvent beaucoup plus élevés, ne serait-ce que pour l'eau chaude sanitaire ou pour du chauffage, et ça posait problème. Donc aujourd'hui, on va faire un premier refroidissement avec une première récupération avec une eau pas très chaude, à 30 degrés sur ces machines. Et ça permet d'avoir un rendement sur la machine froide qui est intéressant. Et on va utiliser cette eau comme source chaude d'une pompe à chaleur qui va remonter l'eau à 80 degrés. Et donc ça nous permet de produire une récupération de chaleur et pompe à chaleur sur une installation de froid avec de l'eau à 80 degrés et qui permet du coup d'effacer une chaudière ou un besoin de chaud sur des installations. Donc ça peut se faire sur des machines neuves. C'est le cas dans l'application qu'on a aussi au-dessus. Et ici, on a mis des machines de plus ancienne génération qui n'avaient pas de récupération d'énergie. On peut réinstaller un skid pour faire la récupération d'énergie, de chaleur, et on va réinstaller la même machine en plus pour garder la machine et ne pas être obligé de la remplacer. Donc tous ces systèmes-là peuvent être aidés par des systèmes de certificats d'économie d'énergie qui permettent d'aider à l'investissement en fonction du besoin. Il faut étudier le besoin de chaud, mais c'est intéressant de le proposer. Voilà, donc là c'était des exemples, on voit du -8, -4, mais ça pourrait être de l'eau froide, de climatisation ou de régime positif. Ici c'était une application agroalimentaire, c'est pour ça que c'était un régime négatif, mais c'est un exemple parmi d'autres. Voilà. Donc, et les matériels que je vous ai proposés, qui sont parlés ici, sont fabriqués à Charmes, donc c'est du matériel qui est fabriqué en France. Voilà. D'autres applications sur une installation où il y a des chaudières, où il y a des groupes de froid. On va installer la même petite pompe à chaleur qui va fournir à la fois, c'est en thermofrigopompe là, c'est qu'elle va fournir à la fois du froid pour le réseau froid et à la fois du chaud pour le réseau chaud. Donc dans ce cas-là, un groupe froid normalement il a un rendement de 3 environ, on va dire la pompe à chaleur peut-être 3 aussi, ou 3,5, ou suivant les régimes. Et là on additionne les deux parce qu'on fait à la fois on utilise à la fois le chaud et le froid. Donc c'est vraiment très très intéressant sur des grosses installations, par exemple des hôpitaux. C'est le cas sur ces cas-là. Voilà. Donc on utilise dans ce cas-là ces petites machines-là. C'est des applications qu'on peut aussi faire. Si on veut faire le test, on peut aussi le faire en le louant, la machine, pour vérifier si ça correspond bien aux attentes en termes d'économie d'énergie, etc. On peut faire le test sur une saison. C'est tout à fait possible. Voilà. Et donc là aussi, un autre exemple d'application, et là c'est un exemple réel, c'est sur de la région, enfin c'est un petit peu plus au sud, c'est à l'hôpital de Besançon. Et donc il y a ce groupe froid qui va alimenter à la fois les groupes froids côté réseau froid et qui fournit du chaud en permanence. La machine elle tourne en chaud et en froid à 100% tout le temps pour réduire la consommation de chauffage. Je vois, il y a une belle économie, là, 40 € par heure. Oui. Là, c'est parce que c'est vraiment un constat qu'on a eu avec le fournisseur. Ils ont fait 300 kg d'économie dans l'année. C'est énorme. C'est énorme, ouais. Alors après, bon, ça c'était sur une base l'année dernière. Après, ce qui est difficile d'en donner des montants, c'est pour donner une indication, mais il y a 6 mois, le cours de l'électricité, il était à un certain montant, maintenant il est à un autre. Enfin, il faut faire l'étude et le calculer avec les données personnalisées des uns et des autres. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Voilà. Une autre application, on appelle ça de la récupération de chaleur fatale. C'est une récupération sur alors pas tout à fait parce que il y a déjà le groupe froid, mais il pourrait être existant. Si vous avez une tour de refroidissement sur un process industriel, pour refroidir le process industriel, on peut utiliser comme source chaude d'une pompe à chaleur cette tour de refroidissement côté froid de la pompe à chaleur, et puis fournir de l'eau aussi à 80 degrés, 70 degrés, à la température que vous souhaitez. C'est un système qui fonctionne très bien, et du coup là on récupère l'eau on récupère la température de la tour de refroidissement. C'est quelque chose qui est aidé par la fiche de C2E, la IND BA112, qui permet d'avoir un financement pour l'investissement. Alors évidemment, il faut avoir une tour de refroidissement ou
ou un dry cooler adiabatique, sinon ça ne fonctionne pas. Hein. Mais voilà. Mais c'est des cas, donc on a plein de solutions. On a fait ça aussi sur des, je n'ai pas toutes les données, mais il y en a qui existent sur des récupérations de fumée aussi. Dès qu'on a des sources d'énergie quelque part à récupérer, on peut trouver des solutions. Je ne sais pas si vous avez entendu parler sur des journaux télévisés récemment. Il y a une première installation de réseau de chaleur par pompe à chaleur sur le lac d'Annecy. C'est des machines qu'on a fournies et qu'on a produites, et donc on vient chercher comme source d'énergie l'eau du lac d'Annecy. Voilà, il y a plein d'exemples qu'on peut trouver qui vont aider à fournir de l'eau chaude décarbonée. Très écologique. Très écologique, en fait, parce que l'eau est rendue, elle passe à travers un échangeur, donc elle n'est pas salie, et elle est rendue avec juste 1 degré d'écart, mais sur le volume d'eau prélevé par rapport au volume d'eau qui arrive globalement, c'est presque insignifiant. Voilà. Après, on peut avoir aussi des installations, comme je vous le disais tout à l'heure, même si on met des pompes à chaleur à air classiques qui existent depuis un certain temps, même avec dans l'industrie, les plus élevés font de l'eau à 65 degrés, et encore, ça dépend de la température extérieure. Donc, pour pouvoir relever cette température, on a moyen de repasser toujours. On fait une eau pas très chaude pour se servir de source chaude à une pompe à chaleur au haut qui va remonter la température. Donc c'est quand même un investissement. Si on fait ça pour remplacer une chaudière, ça va quand même coûter beaucoup plus cher qu'une chaudière. Il ne faut pas se leurrer. Par contre, les clients qui font ça, c'est des clients qui ont des objectifs, qui veulent absolument baisser leur impact carbone et pouvoir le communiquer aussi, hein, par rapport aux engagements qu'ils ont pris. C'est pas vraiment un retour sur investissement hyper rapide, hein, parce que il faut pas se leurrer là-dessus. Voilà. Donc d'autres applications, ça peut être en série, en parallèle. Je ne vais pas les prendre en détail, toutes les solutions qui peuvent être trouvées. Et pareil avec un échangeur à plaques de séparation. Et ensuite, après, on va avoir toute la gamme des pompes à chaleur Aero qu'on peut produire et fournir. Donc comme je vous l'ai dit, les températures, ça va grosso modo jusqu'à 55 degrés. Et pour pompe à chaleur eau, donc c'est l'avantage de ces unités-là, que ce soit en géothermie, sur un lac, sur une tour de refroidissement, sur une source chaude, d'une récupération de chaleur. Grâce au fluide qu'on a aujourd'hui, on peut remonter la température jusqu'à des températures de chaudière. Voilà, 80 degrés pour celle-là et 80 degrés pour celle-là, pour 2 gammes de puissance. Voilà. Donc là, je voulais dire que ce que je disais tout à l'heure, quand on veut faire des tests ou quand on a un besoin ponctuel, etc., on peut aussi louer le matériel. C'est quelque chose qui se fait beaucoup, de plus en plus, et qui permet aussi, alors même dans la location, on va utiliser des machines avec des variateurs de fréquence sur les compresseurs pour essayer d'avoir l'efficacité la plus élevée possible. Voilà, c'est l'exemple qu'on avait donné. Et le deuxième axe, c'est augmenter la durée de vie et optimiser la consommation d'énergie pendant le fonctionnement des machines. Et ça, on peut le faire. Donc, j'ai un peu réduit à quelques choix parce que le temps nous est compté, je pense. Mais donc la première chose, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc non, ça sera après. Nettoyage des condenseurs, c'est quelque chose qui se fait régulièrement, normalement, dans une maintenance classique. Ça a pris une importance beaucoup plus forte avec le prix de l'énergie. Parce qu'en fait, dès que vous avez une batterie à air ou un échangeur à eau qui est encrassé, son efficacité, l'échange est moins bon et l'efficacité de la machine se réduit. Mais elles peuvent se réduire de beaucoup. Ça peut avoir une incidence très importante. Et donc, vous voyez qu'un COP, il peut passer de 2,64, c'était sur une vieille machine, ça, de 64 à 1,98 très rapidement. Et s'il était de 3, c'est la même chose, ça va baisser beaucoup. Et donc c'est très important de pouvoir le nettoyer. Donc souvent ça se voit parce que c'est à l'extérieur, donc ça se fait. Par contre, les échangeurs à eau, principalement pour les systèmes ouverts, ceux qui ont des bâches ouvertes, ceux qui ont des traitements d'eau, des choses comme ça se voit pas. Et là, par contre, on voit que le fonctionnement et la consommation d'énergie, par contre, augmente au bout d'un moment de façon importante. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important à faire, donc soit dans les prestations qu'on peut nous proposer, mais il y a d'autres gens qui font ça aussi. Voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure aussi, on peut améliorer les unités qui n'étaient pas équipées, des équipées un peu plus anciennes. Et donc il y a une époque où on avait un certain nombre de machines qui n'étaient pas équipées
vous me dites si je dépasse le temps. J'ai presque fini. Et puis, qui peut rajouter les modules de récupération d'énergie sur des machines existantes. C'est aussi valable pour les C2E. Et ça se fait par nos équipes services. On peut aussi ajouter des variateurs de fréquence sur les compresseurs. Parce que les machines, elles sont dimensionnées toujours pour le plein été, dans le besoin le plus important. En fait, la plupart du temps, c'est 4%. Très souvent, on s'aperçoit que c'est 4% de l'année. Donc en fait, le reste du temps, on est à charge partielle. Et si on met un variateur, on économise tout ça dans le temps. Et c'est pas négligeable. Hein. Voilà. Donc on a fait pas mal de projets qui sortaient pas il y a quelques années. Et depuis le début de cette année 2023, c'est quelque chose qui est vraiment reparti vraiment à la hausse. Voilà. Et puis on peut aussi améliorer les modules de contrôle, le fonctionnement, etc., qui vont améliorer l'efficacité parce qu'on va ajuster le fonctionnement des machines. Donc là, je crois que voilà, j'en ai terminé. J'ai pas été trop long, ça va? Non, parfait. Justement, est-ce que vous avez une petite question par rapport à tout ce qui a été dit? Oui, vous avez une question? Vous avez parlé de prix de l'énergie. Justement, l'étude, elle date de quand? Celle-ci? Celle sur les variateurs? Oui ou... En fait, là, ça date plutôt de début 2022 dans les études, mais oui. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, faut faire attention aux comparaisons et aux prix. Oui, aux comparaisons, parce que... Et en plus des prix suivant les industriels, ils peuvent payer du simple au double, voire au triple. Tout à fait, oui. Que ce soit pour l'électricité ou pour le gaz. Pour le gaz. Oui, non, vous voyez où je veux en venir, parce que 2 fois moins cher que... Voilà, ça me surprend un petit peu. C'est pour ça que je me permets de vous demander. C'était un cas particulier. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des solutions et elles doivent être vérifiées et adaptées à chaque cas. En fait, c'est ça que j'ai déjà dit tout à l'heure, parce qu'effectivement... Les gens ils demandent toujours un peu qu'il y ait des chiffres qui soient donnés, enfin des valeurs. En tout cas, quand on le fait, c'est toujours un cas qui est calculé précisément en fonction de la charge. Ce qui est difficile aussi, c'est que le client a du mal à nous donner ces infos. Vous parliez des fluides frigorigènes aujourd'hui qui permettent de monter la température de l'eau jusqu'à 85 degrés, par exemple. J'ai dit 80. 80, d'accord. Dans ces limites-là, c'est important. Donc on fait pas de... ouais. Est-ce que dans ces gammes de température, est-ce que les fluides ils vont avoir un comportement différent? Est-ce qu'il va falloir les recharger? Est-ce qu'il y a un impact qui a été vraiment pensé? Moi, je ne sais pas, des fluides, l'approvisionnement fluide. Alors le fluide, comme je disais tout à l'heure, en théorie, c'est un circuit qui est fermé. Donc ouais, je le dis en théorie, parce c'est quand même beaucoup plus fermé que, par exemple, dans l'automobile. Pourquoi dans l'automobile ça l'est moins? Parce que l'étanchéité, les compresseurs de clim dans l'automobile, c'est sur un axe tournant, et faire une étanchéité sur un axe tournant, c'est plus compliqué. Donc là, nous, c'est le cas, mais malgré tout, c'est des machines, comme je dis, elles sont très souvent à l'extérieur. Donc la température extérieure varie, il y a de la dilatation, il y a de la condensation, il y a les intempéries. Donc il peut y avoir des desserrages de connexion, des choses comme ça. Donc il peut y avoir des fuites, des vibrations aussi, qu'il peut y avoir sur certaines bandes de fréquences, etc. Mais sur le chaud, c'est surtout les problématiques de fluide frigorigène. On peut faire ça qu'avec le 1234ZE. C'est-à-dire qu'avec l'autre fluide pour les plus petites machines, on ne sait pas faire. On fait de l'eau à 65 maximum. Voilà. Je vais juste compléter. Non, Voilà. Parce que c'est pas mon domaine, mais la question que je me posais, c'est est-ce que le fluide conserve ses propriétés tout au long de sa vie, et est-ce que demain, si effectivement on a des pompes à chaleur qui sont répandues partout, est-ce qu'on saura approvisionner ces pompes avec la quantité de fluide nécessaire? Voilà, normalement oui. Enfin, ça sera dépendant de l'industrie de ces fluides qui les fournissent. Mais oui. Après, l'autre contrainte pour être dessus, c'est s'il y a en fonction de la réglementation, c'est tout. Voilà. Ce que je vous propose, justement, on peut vous retrouver là-haut. Donc, on pourra continuer parce qu'on a un planning à enchaîner. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour vos lumières. Et donc, vous pouvez continuer à discuter avec lui sur le stand. Merci beaucoup.